Celui qu'on ne voyait plus jamais et qui nous présente son grand chef-d'œuvre, Monsieur Michael Cimino. I always knew that the French love cinema. I can't thank all of you enough for coming tonight. I'm so pleased to share the stage with my love, Isabelle Huppert. Truly, when we worked together, we were enfants du paradis. But we didn't know it. I expected this screening to be in a small cinema. It's a shock. Bonjour, c'est non sans émotion que je regarde cette séquence dont vous avez vu un extrait là tout de suite. C'était au Festival Lumière à Lyon, c'est en 2012, c'est la présentation devant un public immense, vous l'avez vu. Des Portes du Paradis, le film de Michael Cimino, qui pour moi et pour tous les historiens du cinéma est vraiment un film fondamental. On considère que ce film clôture une époque, et pas n'importe quelle époque, c'est l'époque du grand cinéma américain. Et Les Portes du Paradis, film qui a eu, comme le dit Isabelle Huppert dans la séquence, qui a eu beaucoup de problèmes avec le pays qui l'a produit, les États-Unis. Alors quand j'ai pensé à un thème pour une nouvelle conférence, Michael Cimino m'est venu à l'idée, sans percuter finalement qu'il y avait un anniversaire justement à propos de ce film, Les Portes du Paradis, puisque ça fait exactement 40 ans que le film a été présenté au Festival de Cannes. Presque 40 ans jour pour jour, c'était en mai 1981. Michael Cimino. Pourquoi Michael Cimino? Parce que, voilà, je considère, comme je viens de vous le dire, que c'est peut-être l'un des très très grands réalisateurs américains, le dernier des grands réalisateurs américains. On va le voir au long de cette vidéo. Alors mon rapport à Michael Cimino, c'est comme dans les rencontres de cinéma, j'aime bien définir un petit peu le lien qui m'unit moi à l'artiste quelque part. Et bien c'est 81 justement. Alors 81, ça a été une année importante pour moi. Pas seulement parce qu'il y a eu à l'époque une alternance politique que tout le monde connaît, mais c'est parce que c'est l'année où j'ai décidé de suivre régulièrement l'actualité cinématographique, tous les mercredis, d'acheter Pariscope, et oui, vous pouvez être en province, habiter la province et acheter Pariscope, et de lister tous les films qui sortaient dans la semaine, et de prendre la décision d'y aller régulièrement. Et 1981, c'est aussi l'année où une actrice que j'appréciais beaucoup, Isabelle Adjani, une actrice qui a obtenu en 81, lors de la Nuit des Césars, le prix d'interprétation, le César de la meilleure actrice, pour un film qui s'appelait Possession. Et je me souviens d'avoir été à la gare SNCF, au kiosque de la gare SNCF de Saint-Brieuc, acheter le VSD dont elle faisait la couverture. En fait, elle était en couverture pour l'obtention de son César.
VSD, oui, que je feuilletais également pour les critiques de films à l'époque. Et je me souviens très bien justement dans ce numéro être tombé sur un article sur un film qui avait été un bide colossal aux États-Unis, un film qui avait été hué par la critique, un film qui comprenait dans le casting une actrice française qui m'avait un petit peu intrigué, qui était Isabelle Huppert, qui était un petit peu, il y avait Isabelle Adjani, mais il y avait l'autre Isabelle, Isabelle Huppert, qui avait aussi une importance dans le cinéma français de l'époque. Et donc j'avais été intrigué par cet article en fait, avec une scène de danse en patin, enfin qui visiblement était un morceau de bravoure du film. Et donc il parlait de la projection presse qui avait été complètement décriée, huée, critiquée aux États-Unis, hein, et que le film allait être certainement sélectionné pour Cannes qui s'annonçait dans les mois suivants. Alors 81, c'est une année où je suis allé régulièrement au cinéma, et c'était aussi une année où je sentais au fond de moi que le cinéma était en train de changer quelque part. J'avais vu quelques semaines avant le film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, l'édition spéciale, parce que dès le début des années 80, Spielberg avait compris qu'en remaniant son film, en rajoutant quelques scènes par rapport à la première version qui était sortie quelques années auparavant, il pouvait encore décrocher la tête du box-office, faire parler de lui. Et Spielberg était un peu ce réalisateur emblématique d'un nouveau cinéma qui s'annonçait. Alors on attendait avec impatience à la rentrée sa dernière œuvre, qui allait remettre en question, qui allait remettre à plat tout un cinéma d'aventure des années 40-50. C'est évidemment Raiders of the Lost Ark, les aventuriers de l'Arche perdue. Donc quelques photos avaient filtré, les photos d'Harrison Ford avec son fouet, son chapeau. Donc on était impatients d'être à la rentrée pour découvrir ce film. Donc on allait vers un cinéma qui était novateur au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'action, quelque part un cinéma qui allait vraiment changer la donne quelque part, et un cinéma de rêve, un cinéma de distraction, mais de très très grande qualité au niveau de la mise en scène, au niveau technique, au niveau de la photographie. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que ce cinéma allait complètement et définitivement se substituer au cinéma américain de la décennie précédente, la décennie des années 70, ce que Jean-Baptiste Toré, qui va être beaucoup cité lors de cette vidéo, appelle aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, le cinéma du Nouvel Hollywood. En fait, le cinéma qui démarre, qu'on peut faire démarrer à Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, également le lauréat de Mike Nichols, et qui justement se clôture quelque part avec La Porte du Paradis de Michael Cimino. Ce cinéma que je ne connaissais pas, puisque ces films passaient peu à la télévision, c'était un cinéma quand même assez contestataire, hein, qui abordait beaucoup de sujets tabous dans les années 50-60 aux États-Unis. C'était des films où moi c'était le cinéma du Nouvel Hollywood à l'époque, c'était symbolisé par Taxi Driver de Martin Scorsese. Je me vois regarder l'affiche dans un fronton de cinéma dans la ville de Brest, l'été 76, avec cette interdiction moins de 18 ans qui apparaissait, qui barrait l'affiche. Un cinéma qui parlait aussi du spectre. C'est le cas de Taxi Driver, ça sera le cas des films, on va le voir, de Cimino, du spectre du Vietnam, un cinéma donc contestataire des institutions américaines et très critique sur la société américaine. Donc ce cinéma, quelque part, allait disparaître. Voilà, donc Michael Cimino, le film a été présenté à Cannes, Les Portes du Paradis, le film a connu le même sort à Cannes, hein. Il me semble que les critiques l'avaient également pas mal démonté, et Michael Cimino est passé à la trappe. Je n'ai pas vu à l'époque Les Portes du Paradis, il a dû rester dans ma ville de province, à Saint-Brieuc, il a dû rester une semaine à l'affiche, donc je n'avais pas eu le temps de me déplacer en salle pour le voir. Et Michael Cimino, donc du jour au lendemain, puisque le film qui avait précédé Les Portes du Paradis, c'était Voyage au bout de l'enfer, on va revenir dans le détail sur tous ces films, avait eu pour conséquence de le mettre en valeur et de considérer, de l'opinion publique considérer que Michael Cimino était un des plus grands réalisateurs des années
des années 70, en fait, à la fin des années 70. Alors, Michael Cimino, qui est-il, qui était-il, puisque malheureusement il est décédé en 2017. Bon, déjà, on ne sait pas trop à quelle époque il est né. Bon, les dates varient, les dates de naissance selon les sources, soit 1939, soit 1943. C'est quelqu'un qui est né à New York, c'est quelqu'un donc, qui a grandi à la côte Est, sur la côte Est. Et qu'est-ce qu'on peut définir sur Michael Cimino? Il tranche littéralement avec Steven Spielberg et des cinéastes qui vont éclater dans les années 80. Je parle de Spielberg, Lucas évidemment, après il y a John Landis, enfin, Robert Zemeckis, tous ceux qui vont aller dans ce cinéma de divertissement. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études de cinéma, en fait. Ça, c'est vraiment important. C'est quelqu'un qui a fait des études d'architecture, de littérature, de musique. C'était pas quelqu'un qui était passionné par le cinéma au départ. Et, il est venu au cinéma parce qu'il avait une amie, Joan Carelli, une amie qui sera très présente le long de toute sa carrière. En fait, ce sera quelqu'un qui, d'ailleurs, vous entendez une émission de radio là dernièrement où l'animateur parlait que c'était un petit peu une assistante de vie. Voilà, que c'est quelqu'un qui va être toujours là pour soutenir Michael Cimino contre ses détracteurs, notamment. Et Joan Carelli va lui conseiller de venir à Hollywood, puisqu'il va démarrer dans la publicité, ce sera quelqu'un qui sera très brillant dans ce domaine, de venir à Hollywood. Donc il va commencer par collaborer sur un scénario, Silent Running, un film de Douglas Trumbull, le seul film de Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, c'est quand même l'homme des effets spéciaux de 2001 Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Et le coup de génie, en fait, de Joan Carelli, c'est de lui dire, écoute, si tu veux éclater à Hollywood, tu as du talent, tu écris un scénario et tu le proposes à la plus grande star du moment. Et la plus grande star du moment, c'est Clint Eastwood, qui règne déjà au sommet du box-office. Et il va écrire 2 scripts. Il va écrire Magnum Force pour Clint Eastwood. Alors Magnum Force, c'est le 2e film de la série de l'Inspecteur Harry. Le premier était réalisé par Don Siegel, celui-là sera réalisé par Ted Post. Enfin, on estime que quand même Clint Eastwood a supervisé ça de très très près. Et son 2e scénario, ça sera en français. Bon, le titre français n'est pas très révélateur. En fait, ça va s'appeler Le Canardeur. Voilà, je vais vous montrer le DVD. Voilà, Le Canardeur, qui sera donc un scénario de Michael Cimino. Et Michael Cimino confiera le scénario à Clint Eastwood à une condition, c'est qu'il puisse réaliser le film. Clint Eastwood fera une sorte de marché avec lui, va lui dire, écoute, ok Michael, tu tournes pendant 3 jours, tous les plans que tu désires, je regarde ton travail, et si ton travail me convient, je t'attribue la réalisation de ce film. Voilà, je t'autorise à réaliser ce film. Michael Cimino va tourner pendant 3 jours et finalement son travail plaira à Clint Eastwood. Voilà, dans le marché, en fait, si ça ne convenait pas à Clint Eastwood reprenait les rênes du film et allait le réaliser, puisqu'on sait que Clint Eastwood est un acteur, et dans les années 70, à l'époque de ce film, là on est en 74, Clint Eastwood est aussi un réalisateur, se lance dans la réalisation sur des films assez différents. Je pense à Un frisson dans la nuit et Breezy. Voilà, début éclatant de Michael Cimino, soutenu par Clint Eastwood. Donc il aura, à cette époque, on est en 74-75, énormément de projets qui vont venir. Voilà, notamment Voyage au bout de l'enfer et puis Les portes du paradis. Donc, moi, Michael Cimino, dans les années 80, je terminerai donc par ces 2 films. Je vais suivre un peu un déroulé de mon rapport à Michael Cimino. Dans les années 80, suite à La porte du paradis, on n'entend plus du tout parler de lui. C'est vraiment, il passe à la trappe, et c'est un producteur, Dino De Laurentiis, qui va le remettre sur les rails en lui proposant l'adaptation d'un roman de Robert Daley qui s'appelle L'année du dragon. Voilà. Alors, quelle est la situation du cinéma américain dans les années 80 ?
Alors, il est bon ton d'examiner la situation politique, sociologique, économique aussi des États-Unis des années 80, qui sont radicalement différentes. Cette situation est radicalement différente de ce qui a précédé la fameuse décennie des années 70. Le début des années 80 aux États-Unis est quand même marqué par une Amérique qui, sur le plan international, connaît beaucoup de difficultés, notamment à travers les otages à l'ambassade de Téhéran, une affaire qui a été, selon l'opinion publique, très mal gérée par Jimmy Carter, le président de l'époque. Et puis surtout, la guerre froide reprend de plus belle, puisque la décennie va commencer avec l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques. Aux élections de 1980, Ronald Reagan devient président des États-Unis. Haut la main, l'Amérique change, l'état d'esprit change. Il y a tous les mouvements conservateurs, protestants, religieux, qui prennent une importance considérable. Ronald Reagan veut une Amérique forte, une Amérique qui redonne confiance aux Américains. Et il va influer sur la culture des États-Unis, sur cette période-là. Et donc on peut définir le cinéma américain globalement, évidemment, je réduis, mais bon, c'est toujours, voilà, après la situation est toujours plus complexe, mais ça demanderait beaucoup de temps de l'analyser. Pour moi, il y a deux grands axes dans le cinéma américain des années 80 de cette époque. Il y a un axe, je viens de le décrire, un axe de cinéma, distraction, divertissement, un cinéma qui va s'adresser plutôt à un public adolescent, dont les deux réalisateurs emblématiques seront évidemment Steven Spielberg et George Lucas. George Lucas, La Guerre des Étoiles, même s'il ne réalisera pas lui-même les deux opus suivants qui seront chapitres 5 et 6, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, aura quand même une influence considérable sur l'industrie du cinéma. Voilà, donc je vais citer des cinéastes comme Robert Zemeckis, Retour vers le futur, entre autres. Et il y aura un autre courant du cinéma américain qui va aussi se développer. Et c'est un courant qui va être symbolisé notamment par Sylvester Stallone à travers son personnage de Rambo. Et Rambo, alors, premier film, First Blood, le premier sang, est une adaptation d'un roman de David Morrell, donc 1983. Le premier Rambo pourrait très bien s'inscrire dans le courant de la décennie précédente, puisqu'il évoque quand même le problème, la problématique de la réinsertion des anciens soldats du Vietnam, la guerre du Vietnam qui s'est terminée en 1975, la difficulté de ces hommes qui vont être rejetés par la société américaine et qui auront du mal à se réinsérer dans la vie professionnelle, qui seront considérés un peu comme des pestiférés. L'Amérique de Reagan veut rayer de sa mémoire ce conflit qui se solde quand même par un échec. Les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam. Voilà, donc il y a le premier Rambo, et quelques années plus tard va être mis en production le deuxième Rambo. En fait, c'est 1985, produit par quelqu'un qui n'a pas beaucoup de talent, qui est Georges Pankosmatos. Mais il y a, à la fin du prologue du deuxième Rambo, une phrase qui pour moi est fondamentale. Voilà, je vous évoque la situation. Donc à la fin du premier Rambo, le personnage de John Rambo est capturé par son instructeur Richard Crenna. Donc la première scène du deuxième Rambo se déroulera dans une prison. Son instructeur, son ancien chef, officier, vient le voir et lui dit « On a besoin de toi, John. » Bon, je schématise. Il resterait des prisonniers américains au Vietnam. On a besoin de toi. Je te propose un marché. On te libère et tu retournes au Vietnam libérer ces prisonniers américains. L'officier part et il est interpellé par Sylvester Stallone avec sa voix là, très très grave et son regard un peu bovin. Il lui dit Colonel, cette fois-ci, est-ce que j'y vais pour gagner ? Et voilà, et à travers cette phrase, on comprend que tout le cinéma américain des années 80 va être orienté, il va beaucoup parler du Vietnam, mais il sera orienté dans le sens
où les Américains vont tenter de gagner sur les écrans de cinéma, sur la pellicule, une guerre qu'ils ont perdue sur le terrain, dans la réalité. Voilà, l'année du dragon, en fait, s'inscrit un peu dans cette évolution. Je me souviens d'un article de Télérama, dans les années 85, qui parlait justement de l'évolution du cinéma américain, avec des films, je reviendrai aussitôt après, comme Voyage au bout de l'enfer, comme Apocalypse Now, comme Retour, un film produit par Jane Fonda, des films très critiques sur l'intervention américaine aux États-Unis, des regards critiques mais assez subtils en fait. Et voilà, ça bascule, et en fait, l'année du dragon, qu'est-ce que l'année du dragon? Donc le roman de Robert Daley. L'année du dragon s'intéresse à un personnage de flic, vous voyez, avec le French coat, avec le chapeau. C'est un policier un peu héritier des polars, de la veine polar du cinéma américain des années 40, par Humphrey Bogart. Et donc ce personnage a une répulsion pour tout ce qui est asiatique. Et il le dit lui-même, voilà, à New York, on peut gagner la guerre contre les Asiatiques puisqu'ils sont à découvert. Il le dit à un moment, tout en regardant le drapeau américain. Et je me souviens de l'article de Télérama, justement, qui parlait de ce personnage, voilà, qui avait une répulsion sur toute la communauté asiatique, puisque le thème du film, c'est un flic, un policier, qui va partir en croisade, une sorte de manière obsessionnelle, pour nettoyer le quartier de Chinatown de New York, en fait. Voilà, pour nettoyer, pour mettre au pas, en quelque sorte, toutes les communautés asiatiques. Donc le film a été présenté un petit peu de cette manière, avec ce côté un petit peu critique. On a accusé Michael Cimino donc d'être profondément raciste, en fait. Bon, finalement, le film ne l'est pas, c'est le personnage, quelque part. Il y a un regard critique, voilà, il y a une sorte de détachement de la part de Michael Cimino et de son scénariste, qui était Oliver Stone qui est réalisateur de Platoon, donc, Oliver Stone qui est l'un des rares réalisateurs à avoir fait un film sur le Vietnam et à avoir fait la guerre du Vietnam. Et ce film-là est beaucoup plus ambigu. Donc moi, je découvre Michael Cimino à travers ce film, n'ayant pas vu Les Portes du Paradis, pour la raison que je vous ai invoquée, le film est passé très rapidement dans les salles, et quand Voyage au bout de l'enfer était sorti quelques années auparavant, voilà, ce n'était pas un film qui m'intéressait, j'étais un petit peu jeune à l'époque. Donc je me souviens très bien d'avoir vu ce film à sa sortie, donc on est en 1985, on est en octobre-novembre 85, donc c'est une sortie pratiquement simultanée à Rambo 2 que je vous ai cité tout à l'heure. Et donc j'ai, voilà, à l'époque, j'ai un avis extrêmement positif sur ce film. Donc on va voir une scène que j'aime beaucoup dans le film, voilà, une scène extraite du film. Et après, je vous ferai un petit commentaire sur cette scène. Morning, Commissioner. Morning, Commissioner. Anything to tell me on the Wild West show at the Shanghai Palace last night? Yes, sir. Our information is that it was an East Broadway gang. We're checking on it right now. I wouldn't bet on that information, sir. You know something your commanding officers don't know? No, sir. It's just that our street information in Chinatown hasn't been right so far. We're the last ones to know what's going on there. But the important thing is that both of these punks were hit, and it's going to be hard for them to hide. And if I can get to them, and I will, then I got one hand on their balls. Captain White is speaking for himself, sir. I don't care who he's speaking for. I know this. These punks are whacking out people left and right. Tourists. I just spent the last half hour on the phone getting my ass chewed out by the mayor, who was mighty pissed off. And so am I. What the hell has happened to Chinatown? It was never like this. The causes of this run deep, sir. Be that as it may, I want this crap stopped, and I want it stopped now. Our heads are going to roll. Am I making myself clear to you people? Yes, boss. You want some fast results, Commissioner, no bullshit.
Let me have one Chinese undercover cop, and I'll penetrate these fuckers just like we did the Colombians out in Queens. Stanley, what are you talking about? Are you taking this request to your commanding officer? Yes, sir, and it was ignored. As was my warning that the gutters were going to run red with blood. The request is under consideration, Commissioner. This kid he wants is a trainee. He's already got 6 Chinese cops. I got 6 too many. Commissioner, I got 6 Chinese cops down there no one talks to. They treat them like lepers. This kid, Herbert Kwong, he's from the Guangdong province of China, and no one knows him down there. And he don't know shit from Shinola. He needs another 100 hours minimum. We don't have another 100 hours. Give him what he wants. Now. And get some results. Voilà, c'est une scène qui m'a longtemps accompagné en fait, hein, et quand je pense à la Nuit du Dragon, je me souviens de cette scène, de cette confrontation entre l'acteur, hein, Mickey Rourke, et puis celui qui joue son supérieur dans le film, où voilà, Mickey Rourke va avoir raison quelque part, on va lui donner tout pouvoir pour nettoyer cette communauté chinoise. Alors Mickey Rourke, très très peu connu à l'époque, mais il avait eu un rôle extrêmement marquant dans un film de Francis Ford Coppola. Coppola qui connaîtra d'ailleurs un peu le même sort que Cimino, puisqu'il connaîtra aussi un échec énorme avec un film qui s'appelait Coup de cœur, hein, au début des années 80. Et Mickey Rourke avait ce côté un petit peu acteur, voilà, acteur fantasmagorique, enfin acteur mythique quelque part à travers son personnage du frère aîné de Matt Dillon dans Rusty James, Rumblefish, les poissons combattants. Vous savez, c'était ce personnage Motorcycle Boy, me semble-t-il, un peu aussi un hommage à Marlon Brando, qui voyait tout le monde qui voyait le monde en noir et blanc, à part des poissons qui voyaient rouge en fait. Un film extrêmement intéressant de Francis Ford Coppola. Voilà, donc L'année du dragon, que vous trouvez à la médiathèque. Alors là aussi, j'avais pas à l'époque le décalage, enfin pour m'apercevoir que L'année du dragon, même si cette période du Nouvel Hollywood était finie quelque part, qu'il allait subsister quelques œuvres de qualité, parce que là on est donc à un film quand même très maîtrisé sur le plan formel. Il y a l'un des plus grands chefs opérateurs, c'est Vilmos Zsigmond, qui est un chef-opérateur, directeur de la photographie hongrois, qui a beaucoup collaboré avec les cinéastes du Nouvel Hollywood, notamment Brian De Palma également. Donc L'année du dragon, voilà, très grand film, qui n'est pas aussi manichéen que ça, puisque bon, il a dit d'ailleurs Michael Cimino que le double de Mickey Rourke du côté chinois, en fait c'est un acteur qui s'appelle John Lone, qui a un rôle extrêmement développé également. Donc j'ai découvert L'année du dragon, c'était ma première rencontre avec Michael Cimino, et c'est vrai, pendant toutes ces années qui allaient suivre, même si L'année du dragon malheureusement n'a pas été un gros succès aux États-Unis, il me semble qu'en France il avait bien fonctionné quand même. Après on voyait son nom quelque part ressurgir pour des projets. Beaucoup de projets étaient annoncés à travers des revues que je parcourais à l'époque. Bon, c'était plus première que les cahiers du cinéma. Et je me souviens qu'on annonçait qu'il allait éventuellement faire un film sur le Tour de France, ce qui m'étonnait quelque part. Vous voyez, avec Dustin Hoffman qui allait jouer le rôle d'un champion cycliste. Mais bon, après L'année du dragon, voilà, le film suivant c'était Le Sicilien. Le Sicilien est un film qui m'a extrêmement déçu. Et simultanément à la sortie du Sicilien, qu'est-ce que je vois à travers le pariscope ? Une reprise, une ressortie, Voyage au bout de l'enfer. Alors il est évident que je bloque la date. Voilà, je vais même le voir dans une ville de Bretagne. Je prends le train pour aller le voir. Le film était diffusé dans la grande salle d'un cinéma à Lorient, qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui. Comme je bénéficiais d'une carte de transport gratuit, je décide de prendre le train et d'aller à Lorient découvrir donc Voyage au bout de l'enfer, qui est un film qui m'avait fait me fantasmer, un film que j'avais vraiment envie de voir, parce que je vous l'ai dit, ce film-là était encensé par la critique. Alors, Voyage au bout de l'enfer donc fait partie de ces films qui allaient être produits à la fin des années 70 sur le Vietnam. Alors,
un petit rappel quand même sur le cinéma, le rapport entre le cinéma et le Vietnam, en fait, c'est que pendant le conflit, donc la fin des années 60 jusqu'en 75, les premières années du conflit, très très peu de films sont produits. Il y en a un qui va être réalisé, qui va sortir en France avec beaucoup beaucoup de problèmes. D'ailleurs on dit que, bon, je n'ai pas été vérifié, mais que le Parti communiste lançait des grenades dans les salles de cinéma. C'est Les Bérets Verts. Les Bérets Verts, c'est le deuxième film réalisé par John Wayne, après Alamo. Et donc John Wayne, voilà, donc va faire un film sur le Vietnam. C'est un film qui ressemble un peu à un western, quelque part, où les méchants sont les Viet Cong et les bons, les Américains. Voilà, on est sur un schéma traditionnel des films, des westerns, quelque part. Ce film n'aura pas trop de succès en France, je viens de le dire. Et puis aux États-Unis, on est dans les mouvements très contestataires à l'époque, où il y a énormément de manifestations contre la guerre du Vietnam. Et l'ironie du sort, c'est que lorsque le film Voyage au bout de l'enfer va connaître énormément de succès, donc aux États-Unis, et qui sera surtout récompensé par les Oscars, qui va remettre l'Oscar du meilleur film à Michael Cimino et à ses producteurs? C'est John Wayne. Bon, je ne vais pas faire de rapport de cause à effet. John Wayne va décéder quelques mois après. Il était atteint d'un cancer. Mais de voir cette scène, on peut la voir sur YouTube, où John Wayne remet l'Oscar du meilleur film à Michael Cimino, je trouve ça très ironique en fait. Voilà. Donc les premières années, très peu de films sur le Vietnam. Après viendra des films contestataires. Viendront des films qui auront le Vietnam surtout comme toile de fond. Je pense à un des grands films de l'époque qui est Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Là, on est dans l'adaptation d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. C'est transposé au Vietnam. Ce que veut Coppola, c'est pas forcément traiter du Vietnam, mais c'est une sorte d'avoir une réflexion sur la guerre, une réflexion aussi sur le mythe, voilà, d'une figure emblématique, d'un colonel qui pète les plombs, qui construit son empire au fin fond de la jungle. Donc il y a vraiment plein de thèmes, c'est une métaphore. Voilà, sur le monde, enfin sur les rapports humains. Donc on est au-delà de la guerre du Vietnam. Comment finalement Voyage au bout de l'enfer? Michael Cimino disait: je n'ai pas fait un film sur le Vietnam en tant que tel, j'ai fait un film sur une communauté qui va être confrontée à la guerre du Vietnam. Donc s'il était question de la communauté chinoise à travers l'année du dragon, à travers Voyage au bout de l'enfer, The Deer Hunter, le chasseur de cerfs en fait, le tueur de cerfs, c'est un petit peu le titre original du film. Voilà, c'est une communauté d'origine ukrainienne qui va être confrontée au conflit vietnamien. Le film, qui dure 3 heures, le propre de Michael Cimino, ça sera de faire des films très humbles, en fait, un peu opératiques, qui sont extrêmement longs. C'est un film de 3 heures. Alors dire que la première heure, c'est avant le conflit, la deuxième heure, se déroule pendant le conflit, la troisième heure après le conflit, c'est un peu réducteur, parce que la troisième heure, finalement, comporte beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis, entre la ville de Clairton, qui est située en Pennsylvanie, donc on est dans les milieux ouvriers sidérurgiques des États-Unis. Il y a beaucoup d'allers-retours entre le Vietnam et entre les États-Unis. Alors, à travers ce film, ce qui apparaît quand même la grande force du film, c'est la description, et ça c'est très important. On voit le goût quand même pour la littérature, le goût pour la littérature russe, notamment Dostoïevski, entre autres, de Michael Cimino, donc on l'a vu, qui était un homme qui avait fait des études de lettres. Michael Cimino, je le reprécise, est quelqu'un de très lettré, en fait, c'est un intellectuel, c'est un homme qui a lu et qui considère que la littérature a une influence sur le cinéma, comme la peinture, comme l'architecture, comme les lieux. Il s'imprègne beaucoup des lieux, mais ça on le verra pour la Porte du Paradis. Et donc on voit cette communauté d'ouvriers sidérurgistes
du milieu sidérurgique aux États-Unis, voilà, qui vont décider, on ne connaît pas leur motivation, on peut penser qu'ils ont envie d'aller défendre les valeurs américaines au Vietnam. Et la première heure va être centrée sur là où brille vraiment Michael Cimino, c'est les scènes de groupe, c'est les scènes quelque part de rituels, les scènes collectives. Il y a une scène de mariage extrêmement forte qui a un caractère authentique, vraiment puissant, du fait que Michael Cimino, ça c'est très intéressant, a envie de mélanger un aspect fiction avec un aspect documentaire. Il ne va pas faire appel à des figurants, parce que selon lui, quand même, des gens qui sont des figurants seront beaucoup moins crédibles que des personnes du cru, si je puis dire. Il va faire appel à des habitants de la ville de Clairton, qui ont l'habitude d'assister à ce genre de cérémonie religieuse. On est un mariage orthodoxe. Et il y a un caractère vraiment réaliste. Et l'alchimie qui consiste à mélanger ces acteurs avec des personnages de la vie réelle donne vraiment une impression d'authenticité, de réalisme et d'émotion extrêmement fort. Et on n'a pas soigné, on n'a pas souvent dit, et moi je considère que Michael Cimino fait aussi il l'a pas fait énormément, mais les 2 portraits de femmes qu'il fait, notamment Meryl Streep à travers Voyage au bout de l'enfer, on voit Meryl Streep qui démarre, et Isabelle Huppert dans le film suivant, Les Portes du Paradis, sont vraiment il a une sensibilité qui se dégage. C'est un cinéaste qui aurait vraiment pu faire, vraiment travailler avec des actrices s'il n'avait pas eu sa carrière brisée. Donc Voyage au bout de l'enfer, un film puissant. On évoque souvent la scène de la roulette russe. Il y a une polémique comme quoi les Viet Cong n'auraient pas pratiqué ce système, cette forme de torture auprès des prisonniers américains. J'ai envie de dire, peu importe à ce niveau-là, ce sont des scènes très fortes. Certains critiques américains ont dit que c'était la métaphore en fait de la guerre, puisqu'il y a cette attente quelque part, et souvent du soldat, et puis quand le feu se déchaîne, finalement là, c'est brusque et c'est immédiat, c'est très très rapide, c'est très soudain. Ce qui est le cas de la roulette russe, avec ces barillet qui tournent, qui comportent qu'une seule balle. Il y a aussi donc l'acteur Christopher Walken qui est resté très très célèbre à travers ce type de scène. Et pour moi, Voyage au bout de l'enfer a été, quand je l'ai découvert, donc 86, 87, dans cette époque-là, a été vraiment un film que je trouve extrêmement marquant. Alors c'est un film, c'est Studio Canal qui possède les droits de ce film, puisque ce film a été produit par la société IMAI, qui était plus orientée vers la musique, et qui a proposé à Michael Cimino de faire un film, qui a laissé libre à Michael Cimino de décider du film. Voyage au bout de l'enfer n'est pas un film de commande, en fait c'est un film qu'il a voulu faire, c'est un film qu'il a écrit lui-même. Il a voulu aborder le problème de la guerre du Vietnam, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, on le verra, c'est quelque chose, l'identité américaine, c'est quelque chose qui est très important pour lui, de savoir où va la société américaine, qu'est-ce que la société américaine, qu'est-ce que la civilisation américaine. On sait qu'il a voulu faire dans ses multiples projets un film sur les Indiens. Voilà, alors je vais vous passer quand même, on va aller voir un petit extrait de Voyage au bout de l'enfer. Je vous ferai un rapide commentaire sur cette scène et on abordera ensuite l'œuvre majeure de Michael Cimino, Les Portes du Paradis.
open! C'est une scène que j'aime beaucoup, en fait, parce qu'on voit le jeu de Robert De Niro, qui était vraiment, vraiment un immense acteur. Là, on voit l'acteur studio. Quand on le voit rentrer dans cette chambre de motel, alors je contextualise un petit peu la scène. En fait, c'est Robert De Niro, c'est dans la troisième partie, ce qu'on peut qualifier la troisième partie. Robert De Niro refuse d'aller à la fête qui lui est destinée, puisque là, il revient du Vietnam. Donc, il y a une fête pour l'accueillir. Donc, il y a le personnage de Meryl Streep. Tous ces Américains, enfin la population de Clairton qui veut l'accueillir, voilà, comme un héros finalement. Il a fait la guerre du Vietnam, il revient médaillé, mais voilà, il ne peut pas en fait. Il est en proie à un tourment intérieur parce qu'il sait que ce qu'il a connu est extrêmement difficile, qu'il y aura un avant et un après, qu'il y aura un traumatisme personnel, aussi le reflet du traumatisme de la société américaine à travers ce conflit. On le voit donc là, il dit au chauffeur de taxi, on ne s'arrête pas, il préfère aller dormir tout seul à l'hôtel. Là, on sent le mal-être, vous savez, c'est à travers ce personnage où il est mal, et il va décider de revenir de manière la plus discrète qui soit, d'aller frapper à la porte de la demeure de Meryl Streep. Et cette scène est extrêmement émouvante entre les deux comédiens, parce que Michael Cimino, je crois qu'on le dira jamais assez, est un très très grand directeur d'acteurs. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc Voyage au bout de l'enfer. Il y a eu des critiques pour la scène finale que je ne vais pas dévoiler. Bon, je ne pense pas que c'est un film patriotique. Je ne pense, voilà. Bon, il y a un hymne qui est interprété à la fin par les personnages principaux, plus pour fédérer une communauté qui est en souffrance qu'une volonté de se dire on est américain, on est allé au Vietnam, on reste américain. Non, je pense que voilà, on voit très très bien les dégâts qu'a pu causer ce conflit sur la société américaine. Donc, Voyage au bout de l'enfer, qui a coûté 15 millions de dollars, qui va en rapporter 50, va propulser Michael Cimino comme l'un des plus grands réalisateurs américains. 2 films, donc Le Canardeur et puis Voyage au bout de l'enfer. Donc là, les producteurs vont être à ses pieds et il va sortir un projet phénoménal. C'est suite à la production de l'enfer, parce que bon, le lendemain de la cérémonie des Oscars, il va dire qu'il avait du mal d'ailleurs à s'exprimer devant le public. C'est quelqu'un d'assez renfermé. Michael Cimino, c'est quelqu'un aussi qui ne fréquentera pas les soirées hollywoodiennes. Il prend un jet privé, il va aller dans l'Amérique profonde, il va aller dans le Montana pour tourner Les Portes du Paradis, un film où il aura bénéficié d'un budget colossal. La preuve aussi qu'on lui accordera tous ses désirs, c'est qu'il souhaite avoir une actrice française. Il a craqué sur un film de Claude Chabrol qui est Violaine Nozière. Il va découvrir Isabelle Huppert et il va se battre auprès des producteurs américains pour imposer Isabelle Huppert, qui n'est pas très bankable par rapport au box-office américain. D'ailleurs, il y a l'anecdote que raconte Isabelle Huppert, c'est que Michael Cimino avait prévu de lui faire jouer une scène de patin, un grand bal, un petit peu l'équivalent du mariage dans Voyage au bout de l'enfer, un bal qui aura la particularité d'être sur patin à roulettes. Et il souhaite absolument que Isabelle Huppert fasse du patin à roulettes, donc il va envoyer un entraîneur en France qui va donc apprendre le patin à roulettes à Isabelle Huppert, et le mec va débarquer sur le tournage du film de Maurice Pialat, Loulou, parce qu'Isabelle Huppert était en train de tourner Loulou avant de partir aux États-Unis. Voilà, bon, c'est une anecdote, je trouve, extrêmement intéressante, puisque bon, entre un tournage
effectué par Maurice Pialat, qui doit être voilà, un petit peu très intime, et puis le nombre de figurants, le millier de figurants qui vont attendre Isabelle Huppert sur les portes du paradis. Après, voilà, il y a quand même voilà, ces deux aspects du cinéma, hein. On est à deux pôles extrêmes du cinéma. Alors, qu'est-ce que sont les portes du paradis de Michael Cimino? Que souhaite raconter Michael Cimino à travers ce film? Il souhaite aborder l'histoire, un moment précis de l'histoire des États-Unis qui a été rarement évoqué au cinéma. Comme je vous l'ai dit, pour lui, la question de la civilisation, voilà, s'interroger sur ce qu'est la civilisation américaine, qu'est-ce que l'identité américaine est très important. Et il veut nous montrer que la conquête de l'Ouest ne s'est pas résumée à ce qu'il dénonce aussi, c'est-à-dire l'extermination de la nation indienne par les Blancs, par les colons, mais il va nous parler de la lutte des classes. Les portes du paradis, c'est un film qui va nous raconter les difficultés que vont avoir la population émigrée qui vient de l'Europe de l'Est, qui vient d'une communauté polonaise, entre autres, qui va être confronté aux grands propriétaires terriens aux États-Unis, aux éleveurs, qui seront plutôt des gens issus du Royaume-Uni, enfin des gens des gens anglais, blancs, en fait, quelque part, qui maîtrisent déjà la langue anglaise. Et en fait, à travers ce conflit, alors lui, on dit, les critiques souvent qu'il va démystifier donc l'histoire américaine, mais pour lui, il dit que finalement, ce mythe-là, c'est à travers l'inconscient collectif, mais que quelque part, les Américains ont toujours été conscients que l'Amérique est construite sur un rapport de force entre les différentes classes sociales. Parce que c'est bien ça que le film va raconter. C'est en fait un film très très noir qui montre la domination donc, des grands propriétaires terriens qui ne vont pas hésiter à recruter des mercenaires pour éliminer ces migrants qui viennent des pays de l'Est. Parce que ces migrants ont besoin de se nourrir, ils viennent s'installer sur des terres que l'État américain leur aurait promis, mais comme ils ont besoin de se nourrir, ils vont capturer du bétail, enfin voilà, ils vont voler du bétail pour se nourrir quelque part, ce qui sera totalement inacceptable pour ces grands propriétaires terriens. Alors, je vais vous passer un extrait, on va vous passer un petit extrait des Portes du Paradis, hein, qui est l'extrait justement de la scène que je vous ai évoquée, le début du bal. Voilà, on voit cette communauté donc, de migrants, de colons, et ils font une fête dans une grange, il y a des villes qui ont été reconstituées hein, pour les besoins du film, et donc on va voir le début de cette scène musicale.
conseille de voir dans son entier, bah, comme le film. Hein, voilà, c'est vraiment un film incontournable hein, pour toute personne qui s'intéresse à l'histoire du cinéma américain, à l'histoire du cinéma tout court. C'est un film fondamental. Alors cette vidéo a pu se faire en partie grâce à un livre qui est extrêmement important, un livre que j'ai lu, que j'ai découvert. Donc je fais de la pub pour l'auteur, hein, quand même, c'est Jean-Baptiste Toré, qui est l'un des grands spécialistes du cinéma américain actuel. Hein. Le cinéma des années 70, tout le cinéma des années 70, tout en ayant une connaissance de ce qui l'a précédé. Hein. Vous savez que je dis toujours, toute œuvre est habitée par ce qui l'a précédé. Et Michael Cimino, Les voies perdues de l'Amérique, c'est un livre étonnant, parce qu'en fait, tout est venu d'une commande des cahiers du cinéma. Voilà, les cahiers du cinéma. On a demandé à Jean-Baptiste Toré, qui était à l'époque collaborateur. Le rédacteur en chef, c'était Stéphane Delorme, hein, encore, c'était la période Stéphane Delorme, d'écrire un article sur Michael Cimino, mais un article profond qui prenait voilà, un article qui pouvait s'écrire que si l'auteur avait passé plusieurs jours, c'est ce qui se fait, avec le réalisateur, pour qu'il y ait une sorte de complicité, de lien assez proche. Donc Jean-Baptiste Toré a essayé de rentrer en contact avec Michael Cimino au début des années 2010. Michael Cimino, dont plus personne n'entendait parler. Et on lui a indiqué qu'il pouvait passer par l'intermédiaire de Joan Carelli, qui vraiment a fait, d'après ce que dit Jean-Baptiste Toré, une enquête sur lui pour savoir qui il était, qu'est-ce qu'il avait fait, une enquête approfondie. Michael Cimino a dit oui, et ils ont parcouru les États-Unis. Ils ont parcouru 4-5 États, le Nevada, le Montana. Et ce livre, finalement, est un livre sur le cinéma de Cimino, mais c'est aussi voilà, une sorte de récit de voyage. Vous avez en bibliothèque, il y a les récits de voyage. Il décrit ce qu'il voit, parce que, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais pour Michael Cimino, le lieu est quelque chose de phénoménal. Il a besoin de ressentir le paysage, la montagne, la nature. Bon, ça ne va pas vers une orientation New Age comme peut le défendre, ces concepts que peut défendre un réalisateur comme Terrence Malick. Voilà, c'est beaucoup plus, voilà, c'est un voyage intime, mais c'est quelque part les racines profondes de l'Amérique. Donc, Les voies perdues de l'Amérique, Michael Cimino, bientôt à la médiathèque, je l'espère, où donc il y a ce dialogue en permanence sur ce réalisateur. Alors, Les portes du paradis donc aura un budget énorme, mais le budget, malheureusement, va être multiplié par 3 ou par 4. Donc ce film, malheureusement, je le dis parce que ça va être un échec par rapport au thème qui est abordé. On est, je vous l'ai dit, dans l'Amérique de Reagan, dans les années 80. Les Dents de la Mer, la Guerre des Étoiles sont passés par là. Les producteurs américains ont vu que ce qui pouvait ramener beaucoup d'argent très rapidement, c'est des films destinés aux ados. Alors que vient ce film qui démystifie quelque part, qui est très critique sur l'Amérique. Inutile de vous dire, vous l'avez compris, qu'il n'y aura pas de happy end. Hein, je ne vais pas vous dévoiler la fin, mais il y a très très peu d'espoir quelque part. Et il y a un trait de la personnalité de Michael Cimino qui va prendre le pas, qui va prendre le dessus, c'est son côté mégalo quelque part. Obsessionnel, maniaque. Il voudra refaire, mais des quantités de fois, certaines scènes. Au niveau des costumes, au niveau de la lumière, on dit qu'il va attendre ce qu'on appelle la magic hour. Ça veut dire qu'il y a une heure dans la journée où il y a un éclairage spécifique. Et il fera attendre tous les figurants, tous les personnages pour pouvoir filmer à ce moment-là. Il veut vraiment un film voilà, exceptionnel au niveau de la luminosité. Voilà, c'est un film que je conseille de voir d'ailleurs dans les salles de cinéma. Hein. C'est un film sur écran d'ordinateur ou sur une télé qui ne rendra pas l'impact de ce film sera amoindri hein, quelque part. Donc Les portes du paradis, il va filmer à l'arrivée, il y aura 220 heures de filmer, ça sera énorme. Il sera soutenu par ses comédiens. Il y a Jeff Bridges, il y a Chris Christopherson dans un rôle un petit peu à contre-emploi, Isabelle Huppert. Elle le dira, hein, que c'est un film vraiment important dans sa carrière. Il va retrouver Christopher Walken. Là aussi, bon, donc, les rapports entre les personnages sont extrêmement importants. Isabelle Huppert navigue entre Christopher Walken et puis
et puis Chris Christopherson, hein, donc c'est un peu un ménage à trois. On retrouve un peu le cinéma français de Bertrand Blier de la décennie précédente. Donc le film est phénoménal. Le film sera très très mal reçu. Au départ, il y aura un premier montage de 5 heures qui ne pourra pas être exploitable. Michael Cimino optera pour une version de 3h35, mais les producteurs américains, les distributeurs, les exploitants lui diront non, il faut absolument couper. Michael Cimino, la mort dans l'âme, va faire une version de 2h35. Donc d'ailleurs, à travers les DVD, voilà, il y a une version DVD qui est éditée par la MGM, voilà, qui détiendra les droits de ce film. Voilà, c'est la version 2h40, hein, qui sera une version beaucoup plus linéaire dans le montage. Il y aura la version 3h35 qu'on peut trouver en DVD, mais chez Carlotta en fait, puisque lorsque la version de 2h40 va sortir aux États-Unis avec l'échec, les conséquences que ça aura, hein. Donc Michael Cimino va passer de réalisateur emblématique à réalisateur complètement rejeté, complètement banni de Hollywood. Heureusement, il gardera trace des scènes qui n'ont pas été intégrées dans le montage de 2h40. Voilà, il gardera trace et ça sera une dizaine d'années plus tard que sortira la version intégrale des Portes du Paradis. Alors, l'échec des Portes du Paradis m'interroge quelque part. J'ai revu le film et donc tout dernièrement et je me souviens, donc je ne l'avais pas vu dans les années 80, ce film, puisqu'il était passé très rapidement, mais les personnes qui l'avaient vu me disaient à l'époque, je ne comprends pas l'échec de ce film, parce que le film a un souffle épique, il y a un lyrisme dans le film aussi fort qu'au Voyage au bout de l'enfer. Ça m'est revenu, c'était des camarades lycéens qui m'avaient dit ça à l'époque, le peu de spectateurs, le peu de personnes qui avaient pu voir le film en fait. Hein. Et il est vrai, je me pose cette question, comment se fait-il que les critiques qui ont encensé Voyage au bout de l'enfer ont dit du mal des Portes du Paradis à l'époque. Et je me demande si finalement ce n'était pas une exécution programmée quelque part. Parce que voilà, je vous l'ai dit, La Guerre des Étoiles, Les Dents de la Mer était passé par là. Un nouveau cinéma s'orienter, hein, quelque part, une nouvelle tendance du cinéma américain allait prendre forme. Hein. Je vous dis que moi-même, à l'époque, en 81, je le ressentais au fond de moi, que ce cinéma allait prendre de l'importance considérable. Voilà, une exécution, quelque part, peut-être que Hollywood à l'époque a dit finalement que non, terminez ces cinéastes, terminez de donner de l'argent à des auteurs, à des personnalités, des cinéastes importants qui ont une personnalité forte, avec qui on aura des problèmes. Il vaut mieux avoir des réalisateurs qui s'orientent vers un cinéma de distraction, mais des réalisateurs qui aussi ont peut-être des personnalités soumises. Je ne me souviens pas que Spielberg s'est offusqué contre des producteurs, ce pas des gens qui ont fait obstacle à la production américaine. Donc, Les Portes du Paradis a été un échec. Donc, on dit que ça clôture cette période du Nouvel Hollywood. Bon, il y aura quelques films quand même encore. Hein. Voilà, je vous l'ai dit, L'année du Dragon fait partie de ces films un peu, ces films qui ressurgissent quelque part, ces polars américains aussi, un petit peu avec un regard sur la politique, sur la société américaine, qui trancheront littéralement avec l'importance de la production des années 80, 90, 2000 et même encore actuellement. Donc La Porte du Paradis, très très grand film. Dans cette scène de bal, David Mansfield, celui qui ouvre le bal, qui sera le compositeur attitré de Michael Cimino. Le film, grâce à Isabelle Huppert, grâce à Joan Carelli, qui va influencer Michael Cimino de retravailler sur ce film qui pour lui sera très douloureux quelque part, parce que sa carrière sera brisée. Il n'aura plus du tout la même aura à Hollywood, il aura toujours des difficultés de financer ses films. Et finalement, moi personnellement, je trouve ça dramatique. À la fin de ce livre, Jean-Baptiste Toré dit à cette citation comme quoi le cinéma manquera beaucoup à Michael Cimino à la fin de sa vie, mais les films de Michael Cimino manqueront beaucoup au cinéma américain.
également inversement. Moi, je pense que les films de Michael Cimino manquent, ce type de film manque au cinéma actuel. Je me dis encore actuellement, je vois plus d'exemples tellement de films qui m'ont transporté, moi personnellement. Des films à gros budget, à gros spectacle. On peut aussi citer des films de David Lean, quelque part, qui étaient des films amples, des films spectaculaires, mais avec un fond. Et que ce cinéma-là manque également. Et voilà, je trouve extrêmement dommage. Je me dis quel talent gâché, quelque part. Parce que c'est évidemment, s'il était mégalo, s'il y avait des problèmes de budget, mais des grands producteurs, comme c'était le cas dans les années 40, aurait pu tenir Michael Cimino. Et d'ailleurs, Michael Cimino le dit lui-même, c'est qu'il est né quelque part trop tard, parce qu'il aurait tellement aimé faire des films dans les années 30, 40, où il aurait eu du budget, où il aurait été bridé par des producteurs avec de fortes personnalités, certes, mais aussi des producteurs qui aimaient le cinéma, qui avaient des rêves de cinéma quelque part. Et je me dis, voilà, s'il était né, s'il était apparu plus tôt, finalement, il y aurait eu énormément de films, peut-être réalisés par Michael Cimino, surtout qu'on était une époque où les réalisateurs tournaient énormément. John Ford, parfois, faisait 3-4 films par an. Et que quelque part, Michael Cimino était, malheureusement, est arrivé à une époque qui n'était pas ancrée dans la bonne époque du cinéma américain. Donc la dernière scène que je vais voir, c'est un petit bout qui est tiré du bonus de La Porte du Paradis, et on va conclure là-dessus. C'est que voilà, il avait jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, en fait, il avait des souhaits d'adaptation. Il y avait quand même encore du désir de faire des films. Il y avait un désir de cinéma qui était vif, et il y avait ce désir, comme l'ont eu d'autres cinéastes, comme Sergio Leone, qui lui aussi disparu malheureusement prématurément. Enfin, lui, il a une crise cardiaque, mais c'est d'adapter l'un des grands ouvrages de la littérature, c'est La condition humaine d'André Malraux. Voilà, donc voilà, vous allez voir un petit peu voilà, pourquoi il avait envie d'adapter La condition humaine d'André Malraux. Voilà, à la prochaine. Masters of literature. You've been interested in the human condition, I know, for quite a while. You tried to... Well, how that could you together. not? How could anybody not be? It's so fucked up. It's the oldest story in the world. The old betray the young. The young die for the ideas of the old. The old sprout the philosophy, the young pay the price. The oldest story in the world. How can you not be interested in that? Et ça avait fait beaucoup rire, c'est moi qui ai dû le connaître en 2001-2002, il y a 20 ans. Version courte, alors c'est 2h40. Les gens ne comprenaient pas version courte, il dure combien de temps? Il dit 2h40. Et voilà la version Director's Cut, 3h35.